Eh bien bonsoir, nous voilà de retour au Luna Park, donc à Buenos Aires, cette fois pour quelques extraits d'une rencontre qui s'est déroulée un peu plus tôt dans la soirée. Elle avait opposé l'équipe du Brésil que nous voyons ici s'échauffer à la formation d'Australie. Il s'agit de rencontres pour les 5e à la 8e place, bien entendu. Et dès lors, il y aura certes moins d'enjeux, un peu moins d'intensité peut-être que dans la demi-finale, mais incontestablement une lutte pour l'honneur. Les joueurs à ce stade de la compétition ne sont pas venus faire de la simple figuration, soyez assurés du spectacle. Et puis aussi, bien entendu, pour la bonne bouche, en fin de soirée, l'autre demi-finale qui opposera l'Union soviétique, naturellement, à Porto Rico. Mais il est un peu tôt pour en parler. Nous allons nous concentrer à présent sur cette équipe, ces deux équipes du Brésil et d'Australie. Un Brésil qui comptera, comme à son habitude sans doute, sur l'incroyable adresse d'Oscar. Oscar, c'est un véritable nom de guerre. Francis, il est connu, bien sûr, et redouté par tous les adversaires du monde entier. Absolument, il est connu mondialement, il a une grande qualité, c'est qu'il peut jouer à tous les postes avec ses 2,05 m et surtout c'est un joueur offensif qui ne craint pas les défenses, qui résout par lui-même les situations difficiles en imposant sa grande technique, sa grande adresse, qui en fait un des grands joueurs au monde, puisque même lors des Panaméricains il y a 2 ans, il avait permis au Brésil de battre les États-Unis. Alors du côté australien, on ne peut pas dire qu'on connaisse véritablement ces joueurs-là. Simplement, ce que l'on sait, c'est qu'un certain nombre d'entre eux ont évolué dans les équipes universitaires américaines. Peut-être, Claude, avez-vous quelques autres renseignements? Eh bien oui, j'ai quelques informations. Andrew Vlahov a joué au Stanford University, Luc Longley, New Mexico University, André Gaze, la vedette de cette équipe australienne, Seton Hall University. Il a été finaliste au NCAA en 1989. Il était le meilleur scoreur des Goodwill Games dernier, avec 35,6 points de moyenne. L'Australie a un parfum américain, disait un journal français, l'équipe. Bon, ben voilà pour les présentations, elles sont faites. Le match est emmanché assez rapidement avec un panier de chaque côté. Oscar Schmidt a ouvert le score pour les Brésiliens, nul n'en sera surpris. Et les Australiens ont répondu assez rapidement. Oui, il faut simplement situer un peu le profil de cette équipe du Brésil qui a une philosophie, et en particulier l'entraîneur, mais les joueurs, depuis quelque temps, on les connaît, de tout baser sur l'attaque, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne défendent pas, mais c'est sûr qu'à travers le score, puisqu'ils dépassent souvent les 100 points, c'est une équipe qui voue sa stratégie essentiellement dans le domaine offensif. Donc une équipe qui pratique un basket à risque, d'une certaine manière, un basket spectaculaire aussi, et nul ne s'en plaindra bien sûr. Vous parliez de motivation, Gérard, je pense que les deux équipes vont être motivées, même si c'est que pour l'honneur. Mais en plus, il y a les phénomènes de qualification et les places que vont donner le classement du championnat du monde pour les tournois de qualification et aux Jeux Olympiques en 92. C'est très important, quelques précisions alors, oui, justement. Pour les Européens, pour la première fois, eh bien, dans les 5 premiers du championnat du monde, nous espérons que les Grecs vont se placer, puisqu'on aura à coup sûr l'URSS et la Yougoslavie, ce qui va donner 3 places pour l'Europe. Et la France est naturellement très concernée par ce problème, et je pense que ce problème-là, puisqu'il donne des places aux différents continents, est un problème qui me paraît déterminant, aussi bien pour le Brésil que pour l'équipe d'Australie. Remarquez ici que Borner, l'un des attaquants australien qui s'est trouvé seul sous le panier, avait utilisé sa main droite alors qu'il avait la main gauche plus favorable, disons. C'est quand même un signe de relative maladresse. En tout cas, il devrait être ambidextre à ce stade de la compétition. Ça me paraît être une faiblesse curieuse quand même pour un international évoluant à ce niveau. C'est la vedette numéro 10, Gaze, qui avait le ballon. Ici, c'est l'anglais. Cette fois, ne manque pas. Une faute personnelle donc ici, sifflé contre Israël. 13, non, c'est le 13. C'est un nom de guerre bien sûr. 13 est à l'université. Et on voit ici l'anglais donc réussir son lancer franc. Brésilien qui organise leur schéma de jeu, 7 points à 6 donc.
Rien n'est encore décidé naturellement à ce stade. Oui, alors que les deux équipes ont opté sur le plan défensif à la structure homme à homme. C'est important de le signaler en début du match, ce qui montre quand même que les équipes sont déterminées à jouer ce match et que la motivation est importante. Alors une grosse faute défensive ici quand même. Oui, ça confirme ce que j'ai dit, c'est que le Brésil n'appuie pas ses stratégies sur le secteur défensif. Il y a un contrôle des joueurs, souvent pris à défaut comme on vient de le voir ici, mais c'est surtout le problème offensif qui est un des points forts de cette équipe du Brésil. Alors qu'ici l'Australie qui a intercepté par Smith réussit de nouveaux points. Oui, et je pense qu'il y a un temps mort qui est demandé par l'équipe du Brésil, car il y a un problème non seulement défensif, mais de repli. Et on voit l'entraîneur ici qui n'est pas satisfait. Et il va demander à ses joueurs d'éviter de prendre des paniers faciles, comme on vient de le voir en ce début de match. 5 points de handicap donc à remonter en ce début de partie. Rien de décisif naturellement. Mais il veut enrayer l'hémorragie et là il redonne des consignes, plus de rigueur dès la perte du ballon puisqu'ils n'ont pas réussi leur entreprise là, et essayer de contrôler d'une façon plus stricte les joueurs australiens qui ont quand même une certaine facilité à jouer la contre-attaque. C'est à leur honneur, les Australiens qui vivent dans un pays quand même assez éloigné des grandes nations du basket. Donc compense cet éloignement par une détermination de tous les instants dans cette partie. Ici, les ballons perdus, 4 ballons perdus pour les Brésiliens. Voilà qui est effectivement un point négatif auquel il faudra remédier très vite. Surtout quand on se dit être une équipe attaquante. Et Souza qui combine avec Gerson. Là aussi, interception brésilienne encore une fois. Et malgré le temps mort, on remarque que l'Australie continue de contre-attaquer et surtout que le Brésil n'enraye pas les velléités offensives de l'Australie, ce qui est quand même un peu inquiétant en ce début de match. Et se faire prendre des interceptions comme ça, c'est quand même assez grave. Il faut absolument jouer plus serré que cela. Et ici, il combine avec l'anglais. Oui, l'anglais qu'on a eu l'occasion de voir avec son université de New Mexico dans le cadre du tournoi du Nike à New York au mois d'avril. Et l'inénarrable Oscar qui démontre une fois de plus son habileté, bien sûr, à longue distance. C'est un avantage quand même incontestable pour les Brésiliens que de disposer d'un joueur capable pratiquement de remporter un match à lui seul, en tout cas de faire basculer le cours d'une rencontre. Oh, voilà qui est bien joué, mais pas tout à fait assez précis. Une fois de plus, Oscar Schmidt totalise déjà 6 points. Oui, Oscar qui monopolise le jeu du Brésil et on comprend très bien qu'un joueur de ce niveau, sentant que son équipe ne produit pas ce qu'elle devrait produire sur le plan offensif, eh bien prenne son match à son compte. C'est ce qu'il a fait, Oscar. Épée de sa personne, il le fait très volontiers de toute manière. Il aime ça, j'ai l'impression, de toute manière. Alors qu'ici, les Australiens jouent collectif, c'est pas mal vu. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec cette remarque et j'allais dire qu'ils jouent la contre-attaque mais ils ont une autre alternative dans le jeu, celle de poser le jeu et de gérer une attaque en 5 contre 5. Ici, bonne récupération des Souza. Oh, voilà qui est joli. Très bon sens de l'équilibre de la part de ce joueur dans l'extension. 13,12, donc une rencontre qui se stabilise avec un écart minime à présent. Gerson qui relance sur les Souza, le tir lointain. Marcel de Souza, qui sont les deux Souza, Mauri de Souza et Marcel de Souza. Les 10 et les 11. Tous les deux des attaquants confirmés, que les Français connaissent bien d'ailleurs. L'Australie maintenant avec Gaze. Qui bénéficie là d'un relâchement défensif. Ce qui est surprenant qu'il n'y ait pas de spécificité défensive sur ce joueur, type boîte ou type contestation de passe, car c'est, comme le rappelait Claude Boisseau tout à l'heure, l'un des plus grands réalisateurs de cette équipe d'Australie. Donc je suis surpris qu'il y ait des relâchements de ce type et il en profite naturellement. Mais rappelons les stratégies offensives du Brésil. La défense est un des points qu'ils doivent améliorer pour essayer de se hisser justement dans les meilleures équipes de ce mondial. Alors qu'ici, c'est du côté brésilien, Marcel de Souza. Il vient de s'infiltrer.
Qui est élégamment joué, ma foi, un bon coup d'œil. Oui, une action de jeu à deux, parfaitement réalisée, surtout une très bonne lecture de la défense. Bonne fixation, c'est juste, sur les défenseurs et une passe rigoureusement ajustée. Alors que l'arbitre espagnol que nous connaissons bien, puisqu'il arbitre sur le plan international, M. Sanchis de Barcelone, fait partie de ces bons arbitres que l'on aime bien et d'une grande compétence. Felipe ici au lancer franc. 2 sur 2. Réplique australienne très vive ici menée par Vlahov. Et Souza encore. Tentative assez lointaine, malheureuse. La contre-attaque. Toujours la contre-attaque et toujours le problème pour le Brésil d'enrayer ces grandes cavalcades. À noter le rôle de Longley en défense, le numéro 13 australien, qui délaisse son joueur dès qu'il sort au-delà de la ligne des lancers francs pour venir aider à l'intérieur en défense, malgré la défense homme à homme. Ce qui prouve qu'il y a une très bonne organisation, une très bonne articulation défensive dans cette équipe d'Australie. Remise en jeu sera australienne ici donc. C'est Smith, joueur d'expérience puisqu'il a 32 ans. C'est une des caractéristiques aussi de cette équipe d'Australie, d'avoir des jeunes bien sûr et quelques joueurs d'expérience. Il y en a 3. Senstock qui porte le numéro 7 qui a 30 ans et Borner, un peu plus jeune, qui porte le numéro 15 et qui a 28 ans. Et ces 3 joueurs avaient participé avec l'équipe d'Australie il y a quelques années au tournoi de Noël de Paris et avaient joué contre l'équipe de France. Donc une Australie relativement surprenante, c'est une petite surprise donc de voir l'Australie prendre l'avantage ainsi face au Brésil. Je pense que cette équipe a pris un plus avec les joueurs qui jouent dans les universités américaines, car ils apportent une certaine sérénité et surtout des joueurs avec une formation technique qu'ils n'auraient peut-être pas acquise en restant sur le continent australien. Plus Borner qui vient apporter sa présence physique sous le panneau adverse. Alors que Oscar Schmidt fait l'objet d'un marquage très serré. Maladresse ici, c'est bien dommage, car Schmidt dans le jeu invisible a un apport important, mais ses partenaires ne savent pas bien l'exploiter. Voilà ce joueur d'expérience qui a tenté le rebond offensif. Oscar qui ne réussit pas toujours ce qu'il tente et ça arrive. Naturellement, ça donne des balles faciles comme ici et la possibilité pour l'Australie de marquer encore de nombreux paniers sur contre-attaque. Encore un panier de Gaze. Gaze, voilà, oui. 11e point. Le problème de la défense sur contre-attaque, c'est avant tout la notion de transition individuelle et collective. Dès la perte du ballon, il faut être en mesure de prendre des responsabilités. D'abord sur celui qui reçoit le ballon. Ensuite, essayer de travailler sur les couloirs d'évolution de la contre-attaque et contrôler les joueurs et non pas replier, puisque la notion de repli me paraît un peu dépassée. Mais il y a des prises de responsabilité que les Brésiliens n'assument pas actuellement. Oscar Schmidt au lancer franc. Pas grand chose quand même, hein, Oscar Schmidt. Trois sur 3. Mais incontestablement, il est un petit peu isolé dans cette équipe brésilienne qui manque un peu de cohésion, de vitesse d'exécution aussi. Oui, on a l'impression à travers cette phase défense qu'il resserre un peu les cale-pieds comme on dit et que l'intensité est plus importante.
la rigueur aussi. Il ne faut pas que ce soit ponctuellement que ça se réalise. Alors que là, une trop grande place a été laissée à ce joueur qui a pris un rebond offensif. Donc il y a bien des lacunes dans le secteur défensif et en particulier celui du rebond. Réaction ici de Souza. Peut-être bien qu'en contraignant les Brésiliens à faire une défense d'homme à homme, l'entraîneur de l'équipe du Brésil obtiendra de ses joueurs davantage de rigueur. En tout cas, c'est le secteur du jeu qu'il faut améliorer. L'Australie essaye d'organiser son attaque ici que sur la touche en situation 1-4 avec 2 postes hauts, ce qui va donner lieu à une combinaison tactique avec un premier écran, une recherche de 1 contre 1 et un travail à l'opposé. Ah, c'est bien joué ça. Qui donne une sélection de tirs et malgré la non-réussite est assez intéressante sur le plan technique et tactique. Oui, un mouvement complexe, bien réalisé donc par les Australiens jusqu'à l'exécution du tir, hélas. Oui, faute sur le tireur et Oscar va bénéficier de 2 lancers. C'est toute la subtilité de ce joueur-là qui sait provoquer des fautes et obtenir des lancers francs. Et le numéro 14, Vlahov, 3e faute. Donc voici à peu près la moitié de cette première mi-temps et un score de 30 à 24 maintenant. Cinq lancers francs réussis sur 5 pour Oscar Schmidt. Ça ne surprend même plus. Et 11 points de marqués déjà pour Oscar Schmidt. Oui, il y a une bonne transition entre la contre-attaque et l'attaque de la part de ces Australiens. Un excellent mouvement sans ballon et puis provoquant toujours une mobilité de la défense. Et surtout ici, qui dit mobilité dit usure et une faute personnelle. C'est une équipe australienne qui me surprend parce qu'en France, on ne la connaît pas très bien. On n'a pas de grandes occasions, si ce n'est qu'au tournoi de Paris ou à l'occasion des Jeux Olympiques, à condition naturellement d'y être. Et elle a un basket très agréable et sur le plan technique très intéressant. Le numéro 7, Sandstock, joueur d'expérience, vient d'entrer en jeu pour les Australiens. Alors que l'entre-deux vient d'être sifflé par le deuxième arbitre. Et que les 2 numéros 7, Pipoca et Sandstock vont sauter. Alors que l'Anglais sort et va être remplacé par le numéro 15, Borner. Manque de synchronisme de la part des 2 sauteurs là. Vous voyez, tentative de backdoor à gauche. On est très calme, on sait positionner le jeu, on sait être patient. C'est une grande force pour une équipe. Tout en essayant d'être dangereux, comme ici. Tentative de 1 contre 1, fixation et tir, même s'il n'est pas réussi, ça a été bien amené. Il manque la conclusion. C'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas dans les 4 premiers, les Australiens. Alors ici relance avec Keogh. Fixe bien la défense adverse. Un joli tir maintenant à 3 points réalisé par Gaze. Et qui a été amené en 5 secondes. C'est encore une des caractéristiques et une des constantes de cette équipe d'Australie. C'est de jouer sur les séquences vite. 14 points déjà donc pour ce joueur, Gaze. Alors que malgré cette faute, on maintient des 2 côtés la défense au moment. Il n'y a pas de modification de structure dans l'immédiat. L'équipe d'Australie qui semble peu à peu creuser l'écart. 8 points présents. Pipoca, 2e faute personnelle. Et les Australiens qui avaient le ballon en main, maintenant ils l'ont perdu. C'est Guerinha qui relance pour les Bleus du Brésil. Donc Oscar. Pas de détails. Voilà, ça c'est la grande classe des joueurs de ce niveau-là, qui sont à tout moment capables de réussir un panier et demeurent dangereux pour l'adversaire. Les
je pense, des nombreux joueurs en France qui ont repris la saison depuis quelque temps et qui doivent suivre ces images du mondial peuvent apprécier l'excellent travail sans ballon que réalise l'Anglais à l'opposé, cherchant toujours à prendre la position préférentielle par rapport à son adversaire. Et quand on sait ce que ça demande comme apprentissage, comme processus de formation, c'est tout simplement remarquable. D'abord, depuis le mois de mars, je ne sais pas ce qu'en pense Claude, mais depuis qu'on l'a vu à New York, dans le Madison Square Garden, il a réalisé d'énormes progrès, ce joueur. Exactement. Avec ici Bratke. Très hommage à cette équipe d'Australie, vraiment. C'est pour moi une révélation, j'avoue ne jamais les avoir vus évoluer encore. Oui, c'est vrai qu'ils bénéficient de circonstances plus favorables que les nôtres en Europe, puisqu'il faut un qualifié par continent, et ce sont les seuls qui actuellement dominent ce continent australien, puisque c'est l'équipe nationale d'Australie. Mais arriver à ce stade de la compétition avec les moyens qui sont les leurs, eh bien c'est vrai, c'est surprenant, mais c'est une surprise agréable que de voir des joueurs d'Australie évoluer avec autant de facilité face aux Brésiliens. Je dirais même qu'à ce niveau, c'est presque un handicap que de n'avoir pas à disputer les matchs de qualification, car ils ne sont pas vraiment aguerris aux rencontres de haut niveau, aux dures, aux âpres luttes que constituent ces matchs qualificatifs. Les Français savent très bien de quoi il s'agit. Ils ont connu de nombreuses batailles de cette nature au cours des derniers mois. Absolument, Gérard, et c'est tout à l'honneur de cette équipe d'Australie que d'être à ce niveau-là. Et je pense qu'ils seront présents encore aux Jeux Olympiques en 92. Et on perd un petit peu pied actuellement. L'entraîneur est en train de remettre un petit peu ses équipes en confiance du bord de la touche. Felipe pour le Brésil, Oscar. Récupération non manquée par Toswell. Et ce sont les Australiens qui contre-attaquent maintenant avec Keogh. Il oriente le jeu sur l'aile là-bas. Une nouvelle percée. Et encore un panier facile pour l'Australie. Je pense que c'est dans ce secteur qu'ils sont en train de créer la différence. Malgré ici une réaction de Pipoca. Faute, signale l'arbitre du 15 Bornard. Il y a un gabarit impressionnant ce Bornard. Pipoca qui était aussi avec l'équipe du Brésil cette année au tournoi de Noël et qui nous avait posé de sérieux problèmes dans le domaine du rebond. Cinq points donc seulement séparent les deux équipes malgré le sérieux des Australiens. Les Brésiliens avec des petits coups d'éclat maintiennent le contact malgré tout. Oui, souvent en référence au jeu en triangle de la part de l'Australie, avec une excellente mobilité et une présence au rebond offensif qui leur vaut ici de réussir un deuxième tir. Par Bornard. Oui, Bornard que les Français qui étaient présents au tournoi de Noël il y a quelques années doivent se souvenir puisqu'il faisait partie de cette équipe australienne. Faute offensive qui vient d'être sifflée aux Brésiliens et qui va donner lieu à une remise en jeu pour l'Australie. C'est peut-être un peu tôt pour vous demander ça, mais avez-vous un pronostic à cette heure-ci? D'abord, un entraîneur, Gérard, n'aimait jamais de pronostic, mais au vu de cette première mi-temps, je pense que l'Australie mériterait de gagner cette rencontre. Je pense aussi que le Brésil a d'autres paramètres à faire valoir. Il faut s'attendre à une deuxième mi-temps qui va être jouée d'une façon, je l'espère, plus intense, car le Brésil, c'est quand même une valeur mondiale. Et je suis un peu surpris et déçu. Vous parliez de motivation tout à l'heure, il ne montre pas en tout cas être superbement motivé pour essayer d'endiguer justement les forces de cette équipe australienne. Mais rien n'est joué, à 7 points d'écart comme le montre ici le score, eh bien les deux équipes n'ont aucunement compromis cette rencontre, loin de là. On voit d'ailleurs l'entraîneur du Brésil qui est assez véhément dans les instructions qu'il donne à ses joueurs.
Oui, Elio Rubens qui bouge beaucoup sur le banc, qui est effectivement très dynamique dans ses consignes, mais qui en demeure pas moins un grand coach. À signaler simplement qu'il vient pour la première année de prendre la direction de cette équipe nationale. Je rappelle à ceux de nos auditeurs qui prennent l'émission en route qu'il y a quelques instants de cela, les Yougoslaves ont battu les Américains dans la première demi-finale de ces championnats du monde. Une superbe victoire des Yougoslaves qui ont dominé la partie de bout en bout, qui n'ont jamais été menés au score durant toute la rencontre, sauf peut-être sur le tout premier panier de la partie, mais qui ont fait une démonstration éblouissante et en définitive s'installent comme les favoris de ce tournoi mondial. Mais nous en dirons davantage peut-être lorsque nous aurons vu l'Union soviétique face à Porto Rico après cette rencontre qui, elle, est un match de classement, je vous le signale, pour la 5e à la 8e place. Le vainqueur disputera le match pour la 5e place ce week-end. Alors que les Australiens viennent de nous montrer une belle démonstration de rotation défensive avec recherche de prise à deux. Donc possède des fondamentaux individuels et collectifs tout à fait remarquables pour cette équipe-là. Et le vainqueur donc de ce match Australie-Brésil eh bien, jouera contre le vainqueur du match Grèce-Argentine. Et les Australiens qui semblent davantage monopoliser le ballon. Alors que le Brésil vient d'opter pour une structure défensive de zone type 2-3, mais assez agressive puisque Oscar se déploie sur l'extérieur, ce qui oblige les Australiens ici à rechercher des solutions sur le plan de l'attaque. Donc changement de défense pour le Brésil, ce qui me paraît bénéfique puisqu'ils viennent de récupérer un ballon. Avec Oscar ici qui monopolise, fixe l'adversaire, jolie passe d'ailleurs, mais mal exploité par le jeune Joswell. J'attends une confirmation, mais je pense que l'Australie a aussi changé de défense sur l'action qui vient de se dérouler. Donc défense 2-3 pour le Brésil actuellement, et 2 fois on gagne la balle, donc c'est intéressant, et le choix tactique de Rubens m'apparaît ici tout à fait judicieux. Felipe ici avec une accélération, une faute sifflée par l'arbitre. Changement de joueur. Des deux côtés d'ailleurs, semble-t-il. Un temps mort peut-être demandé par les Australiens ici qui veulent modifier leur tactique. Voilà, justement, j'allais le dire, Gérard, et vous faites bien de faire cette remarque, puisque la défense de zone vient de poser des problèmes à cette attaque pour la première fois depuis la première mi-temps, puisque sur homme à homme et sur le mauvais repli, les Australiens apparemment n'avaient pas de problème. Là, sur 2 séquences de défense de zone, il vient de perdre la balle, ce qui a eu pour effet, puisqu'il en a la possibilité, on connaît qu'à quelques minutes de la fin de la première mi-temps, l'entraîneur australien de demander un temps mort et de donner des solutions pour aider son équipe à justement essayer de résoudre ce problème posé par la défense de zone. En tout cas, il réagit très vite et judicieusement, cet entraîneur australien. Il ne faut pas oublier que le basketball, c'est aussi une lutte stratégique entre les coachs et que l'opportunité avec laquelle les coachs interviennent et la rapidité eh bien, peuvent naturellement influencer le déroulement d'une rencontre. Nul mieux que vous, Francis, n'est qualifié pour nous expliquer tout ça. Ça fait partie de nos fonctions et on est confronté à ces mêmes problèmes. Là, à la télévision, avec le recul, quand on n'est pas concerné, on a la capacité à réagir rapidement. Mais quand on est sur le terrain, sur le banc, avec la pression qui entoure, c'est souvent pas facile. Je comprends que le rôle que les entraîneurs soit naturellement très complexe par moment. Et c'est Felipe qui a réussi ce lancer franc. Mouvement de transition offensive. Et comme la première phase n'a pas donné de solution, eh bien, on enchaîne très rapidement avec une attaque placée, même si ce n'est pas un terme que j'apprécie dans le basket actuel, fait de mouvement. Ils sont moins mobiles, les Australiens, par exemple, que ce qu'on avait vu dans le match précédent, où les
américains et yougoslaves avaient démontré beaucoup plus de vivacité. Et Oscar Schmidt Ouais. marque son panier. Ce qui est intéressant de constater, c'est la mobilité avec laquelle, sur la structure défensive de zone, les Australiens ont été mobiles et créant justement des incertitudes dans la défense. On coupe dans le dos, on fixe la défense, comme on le voit ici. En tout cas, depuis que les Brésiliens ont modifié leur schéma défensif, ils sont revenus au score. Il n'y a plus qu'un petit point d'écart. Donc, ils sont en train de renverser le cours de la partie. Et oui, et on note une certaine stérilité offensive. Les Australiens butant sur ce système défensif. À court d'inspiration peut-être, ça va revenir bien sûr. Par contre, ils sont patients, c'est ce qu'il faut sur la zone. Et là, une faute personnelle était infligée. Au numéro 5. Guérina. Guérina. C'est sa première faute personnelle. Donc pas d'incidence stratégique particulière. Mais un temps mort vient d'être demandé. Encore une fois, les Australiens sont à la recherche d'un changement de vitesse. Et surtout à la recherche de solutions parce que la défense de zone brésilienne leur pose actuellement des problèmes. Alors, ils ont quand même une arme qui peut-être n'utilise pas assez. Quand on n'est pas à droit et quand on bute sur un système défensif comme on vient de le voir ici, il y a quand même une anticipation, c'est d'avoir la balle et de jouer vite la contre-attaque avant que la défense de zone se mette en place. En tout cas, ce sont des consignes que moi je propose dans les rencontres avec l'équipe nationale, surtout quand on n'est pas à droit sur des défenses de zone. Et les Australiens l'ont fait avec bonheur en début de partie. C'est étonnant qu'ils n'utilisent plus cette arme à présent. Et souvent, la défense de zone est synonyme de blocage psychologique. C'est un peu peut-être ce qui se passe ici. Et à partir du moment où il y a un blocage psychologique, eh bien, on n'arrive pas justement à trouver le déclic qui devrait permettre d'enrayer cette défense de zone. Mais c'est un peu le problème actuellement. En tout cas, pour les amateurs de basketball, TV Sport gâte ses abonnés avec 3 rencontres ce soir. Ici, les Australiens l'attaquent face au Brésil. Smith qui change de côté. Nous approchons maintenant de la mi-temps. Un point d'écart seulement entre les Australiens en jaune à droite de l'écran et le Brésil qui évolue en bleu. Récupération d'Oscar ici, oui. Tentative un peu ambitieuse. Les Brésiliens aussi sont ambitieux et ça ne réussit pas davantage. Un coup pour rien. Tentative à 3 points. Voilà qui est crucial en fin de première mi-temps comme ça. Ouais, panier bienvenu, surtout après une série d'échecs consécutifs. Alors Oscar Schmidt lui manque une tentative également à 3 points. Et le Brésil qui force un petit peu ses tirs. Une sortie donc ici de Felipe. Alors que l'Australie contrôle le système défensif en pratiquant toujours la défense zone. Monsieur Sanchis, toujours près de l'action, vient de siffler une faute. À McKay, numéro 5. C'est sa première faute. Et c'est Oscar qui va tenter le coup franc ici. « 7 sur 7. Qui dit mieux ? Oscar Schmidt qui totalise près de 20 points déjà. Sur les 42 inscrits par son équipe. Pourcentage très très élevé. Ils sont patients les Australiens, il faut le reconnaître cette vertu. Une tentative à 3 points.
patient et j'allais dire tout à fait convaincant, car leur oui. attaque de zone est intéressante sur le plan tactique, car il y a les fondamentaux collectifs de zone avec les montées dans le dos, avec la fixation des intervalles, la création de surnombre, et on a vu ici se concrétiser une action sur la zone qui est enfin payante. Donc ils ont peut-être trouvé la solution. Oscar Schmidt pour le Brésil, 22 points. Et 2 points d'écart alors que l'on approche de la mi-temps. Nous sommes dans la dernière minute de cette première période. Une rencontre très très serrée encore une fois, avec des armes bien différentes de part et d'autre. Un Brésil qui compte surtout sur l'adresse d'un joueur. Et une Australie plus collective dans son basket. Nous sommes dans les 35 dernières secondes de la partie. Le Brésil en possession du ballon ici. Nouveau coup franc pour les Bleus. Et ils ont peut-être joué la règle des 2 ballons pour 1, à savoir tirer avant les 30 secondes, de façon à pouvoir garder par la suite le bénéfice de la dernière balle. Mais là, il reste que 30 secondes. Ils vont peut-être immédiatement sur le lancer franc chercher à rentrer en possession du ballon de façon à pouvoir terminer cette première mi-temps avec une action offensive. Mais les événements vont nous le démontrer. Ici qui réussit son second lancer. Voilà, on gêne la remise en jeu. Alors les dernières 30 secondes sont évidemment importantes du point de vue psychologique. Il est toujours très agréable de gagner le vestiaire avec un petit avantage, fut-il d'1 point. Apparemment, ils n'ont pas modifié la structure, donc ils vont laisser cette dernière attaque à l'Australie, puisqu'il reste que 10 secondes. Les Australiens prennent tout leur temps. Et ça leur réussit. 3 secondes encore maintenant pour le Brésil. Ils en resteront là. 48 à 45 à la mi-temps de cette rencontre. Donc une rencontre de classement dans le groupe de consolation pour le vainqueur en effet disputera le match de la 5e place. En attendant donc l'Australie mène 48 à 45 devant le Brésil. On va se retrouver après la pause dans quelques instants bien sûr. Un jugement très bref. Oh, ce sont 2 équipes assez équilibrées qui n'ont pas les mêmes paramètres ni les mêmes composantes. Un match qui n'est pas encore joué, qui peut être encore intéressant pour la deuxième mi-temps. On va donc se retrouver dans quelques instants après la pause. Ne quittez pas l'écoute. Soirée basket sur TV Sport. A tout de suite. Bonsoir, nous regagnons Buenos Aires. Gérard Héras en compagnie de Claude Boisseau et de Francis Jordan, bien sûr, pour cette rencontre de classement entre le Brésil et l'Australie. Nous reprenons notre reportage 4 minutes après le début de la seconde mi-temps. L'Australie mène 59 à 54. Avec ici donc l'Australie en position du ballon, Borner qui change de côté. Et on n'est pas étonné de voir le Brésil en situation de défense de zone, puisque ça leur a permis de revenir au score. Donc l'entraîneur a reconduit cette stratégie pour la deuxième mi-temps. Les Brésiliens qui avaient été menés pendant l'essentiel de la première période et qui avaient effectué un retour assez probant en fin de mi-temps donc. Oui, ce Brésil qui confirme avec ses 54 points marqués en première mi-temps que c'est une équipe offensive, mais qui par contre, en encaissant 59 de l'Australie, démontre des lacunes dans le secteur défensif. L'Australie qui nous a bien agréablement surpris par l'étendue de son registre, tant défensif que offensif par la contre-attaque, beaucoup de patience et de bonne lecture sur la défense de zone et des potentialités évidentes à travers ces joueurs qui sont formés aux États-Unis pour la plupart. À signaler qu'ici le panier a compté parce que la trajectoire de la balle était descendante lorsqu'elle a été arrêtée, contrée donc. J'espère
Schmidt qui réussit à transmettre le ballon dans des conditions difficiles. Bras roulé maintenant d'Israël. Tout à fait dans son registre puisque c'est un numéro 5, donc un pivot. Et le bras roulé que vous évoquez fait partie du registre individuel des joueurs intérieurs. C'est faute personnelle à Graham. Le numéro 9. Deuxième faute personnelle. Le Brésil. Oui. Oui, j'ai vu simplement remarquer que le Brésil avait changé sa structure défensive et passé sur l'homme à homme, comme on le voit ici d'ailleurs. On a pu apprécier également la grande maîtrise technique et tactique d'Oscar dans cette contre-attaque très vivement menée, une des plus belles actions du match, dans laquelle, après avoir fixé les défenseurs, Oscar attendait sa chance du bout de la raquette. Excellente combinaison sur touche. Dommage que l'Anglais n'ait pas concrétisé alors qu'il n'avait plus qu'à se matcher. Et c'est Borner qui vient de marquer un panier supplémentaire. Un Brésil qui reprend confiance maintenant. Les Brésiliens veulent marquer de 2 paniers en contre-attaque ici. À chaque fois par Oscar Schmidt d'ailleurs. Ça ne surprendra guère. Mais ça montre des dispositifs offensifs un peu différents de ce qu'on avait vu en première période. Oui, l'Anglais prenant une responsabilité là actuellement car il perd 2 ballons consécutifs. Alors le match est-il en train de basculer? On peut se le demander en ce moment car les Australiens paraissent un peu piétinés et naturellement par contre-coup le Brésil lui se sent mis en confiance. Oui, c'est peut-être le début de l'inversion des rapports de force pour les deux équipes. Et rappelons-nous quand même que le Brésil est une équipe offensive, qu'il pratique avec virtuosité la contre-attaque quand ils ont les moyens de le faire. Et là, je pense qu'ils sont en train de le trouver. Oh, jolie faille ici trouvée par le numéro 6, Gerson. Faute personnelle, signale l'arbitre ici encore. Rolando. En tout cas, le Brésil paraît hausser le ton en ce moment. Et nul ne s'en plaindra, bien sûr. Bonne aide défensive de Gerson. Et peut-être un peu plus de rigueur sur le plan défensif du Brésil actuellement. Défense de Mahom à présent qui semble payante. Tout à l'heure, c'était la zone qui avait été utilisée à bon escient d'ailleurs par les Brésiliens. Maintenant, c'est un autre dispositif qui lui aussi s'avère satisfaisant. Et Rolando, sa deuxième faute personnelle. Corner et l'Anglais, oh c'est bien joué. Beaucoup de maturité dans cet exercice alors que l'Anglais est un jeune joueur universitaire. Ne l'oublions pas. Oscar Schmidt qui joue au chat et à la souris, oh que c'est beau. Et qui retrouve ses marques à 3 points pour aggraver encore le score. On sent vraiment une différence de classe, mais même à ce niveau, ça saute aux yeux véritablement. Donc 4 tentatives sur 8 de réussite dans les tirs à 3 points pour Oscar, alors qu'ici Gerson écope d'une faute personnelle. C'est sa première. Mais l'occasion pour l'Australie de prendre un petit point ou deux. Les premières fautes dues au placement des antennes avant. Et c'est Borner qui réussit le lancer franc, numéro 15. Rappelons que dans les nouvelles modifications de règles, l'antenne sera plus contrôlée de la part des arbitres. En tout cas, ça fait partie des dispositifs qui seront mis en application la saison prochaine. Et l'Australie qui a repris l'avantage au score, donc un petit point bien entendu.
C'est l'Australie qui vient d'opter pour le marquage en zone, mais qui alterne souvent, beaucoup plus souvent que le Brésil. Par contre, le Brésil vient de faire de jolis retournements de situation en série. Mais Oscar, pour une fois, n'a pas su exploiter l'espace ainsi créé. Par contre, l'Australie à l'autre bout, elle plante 3 points. Merci, monsieur Gaze. Sur un panier facile, tenté, réussi sur un minimum de temps. Sur 7. Confirmation de la défense de zone de l'Australie. Même type de défense que pratiquait le Brésil tout à l'heure, avec peut-être une adaptation beaucoup plus haute, un 2-1-2 très haut, avec l'anglais à l'intérieur. Et à son tour, le Brésil qui se cherche sur la défense de zone et qui vient de perdre un ballon. Donc une rencontre très indécise à présent, qui bascule de minute en minute. Ah, il est bon ce jeune joueur. Hein, l'anglais démontre ses connaissances tactiques surtout du basket. Et c'est Gaze qui réussit ce tir. Évident que sur la zone, Oscar Schmidt, puisque la pression est moins importante, est beaucoup plus à l'aise, entre guillemets, et trouve des sélections plus faciles. Et dans ce match, c'est un peu aussi un concours d'adresse entre Gaze, le numéro 10 d'Australie, et Oscar Schmidt, le numéro 14 du Brésil. Un match qui manque quand même d'intensité par rapport à la première demi-finale qu'on a vécue tout à l'heure. Oui, mais enfin, rappelons-le, Francis, que c'est pour la 5e place, alors que tout à l'heure, nous avons vu un match pour peut-être la médaille d'or. Tout à fait. C'est normal après tout. Le contraire serait relativement étonnant. Alors que nous voyons ici Vlahoff au lancer franc pour l'Australie. Il totalise déjà 8 points. Mais c'est Guerinha qui récupère pour le Brésil avec Cadom ici. Belle circulation de balles chez les Bleus et ponctuée par un beau tir de Cadom justement. Oui, je pense que la zone australienne vient d'exploser sur 2 tirs extérieurs consécutifs avec Oscar la première fois et ici. Et le Brésil lui-même vient de changer sa défense. C'est une lutte stratégique entre les entraîneurs. Oh, quelle belle passe. Excellente passe décisive. Assez ambitieux, mais voilà, et l'Australie avec beaucoup de rigueur. Oui. Pardonnez-moi de me couper, mais l'Australie vient là aussi de changer de structure puisqu'ils viennent de repasser à mort. Et une contre-attaque bien menée et bien réalisée. Vlahoff a marqué son 10e point. Il y a quelque chose de démoralisant que d'encaisser un panier en l'espace de 2 secondes comme ça. Je crois qu'au plan psychologique, c'est important aussi. Même si à l'autre bout, il y a des joueurs qui sont démoralisants pour l'adversaire, eux aussi pour des raisons tout à fait différentes. Comme Oscar Schmidt en particulier. Vraiment un phénomène ce joueur. La presse d'Argentine relatait dans ses éditions aujourd'hui qu'Oscar Schmidt souhaitait rejouer en Italie car il doit y avoir quelques problèmes pour le laisser partir. N'oublions pas qu'il a fait partie de l'équipe de Caserte ces dernières années et qu'on a eu l'occasion de le voir en Coupe d'Europe. Très bonne relation entre joueurs intérieurs. Et toujours l'indécision au score, 75-73. Et de lancer franc. On a l'impression qu'en l'espace de 2 minutes, une des deux équipes pourrait prendre un avantage décisif, mais ça ne se produit pas et il n'y a pas vraiment de cassure encore. Le Brésil a pris en main le début de la seconde mi-temps, mais n'a pas réussi à faire le break, comme on dit en tennis. Ce qui prouve la valeur de l'équipe d'Australie. Exactement, et la du ressort.
Toujours 3 points d'écart et une tentative qui pour réduire. Oui. L'Anglais qui n'a pas pris Gerson au sérieux en relâchant sa défense. Et Gerson est un joueur avec ses 2,4 m qui est très dangereux au poste et même à l'extérieur. La preuve, il vient de réussir un panier facile. Belle circulation de balles des Australiens aussi, oui. mais pas de précision suffisante à l'exécution. C'est dommage pour eux. Et un très bon travail à l'opposé. Donc à 10 minutes de la fin, eh bien, les deux équipes sont encore à égalité, 76 partout. Tout est à faire ou à refaire. Il est omniprésent celui-là. Hein. Cadom, un bon travail là, du joueur numéro 9 brésilien. Le Brésil qui aujourd'hui occasionnellement ne joue pas avec sa couleur habituelle jaune et vert, mais joue en bleu. Des couleurs jaune et vert qui sont celles également de l'Australie. Alors évidemment, il a fallu choisir. Voilà, un choix déchirant. Alors qu'ici c'est Bratk qui est entouré par 3 adversaires et qu'une nouvelle fois le jeune Langlais en fait voir de toutes les couleurs à ses adversaires. Oui, et c'est ici Pipoca qui vient de commettre une faute. Et c'est sa 4e faute personnelle. Deux sur 2 pour l'Anglais donc. Et les Brésiliens qui voient leurs efforts de nouveau anéantis. Petit problème administratif entre l'arbitre et le banc de touche, et en particulier à l'occasion d'un changement de joueur, ce qui provoque un arrêt du jeu momentané. Numéro 4 australien, c'est Dodge qui vient d'entrer en jeu donc. Souhaitons-lui de créer un impact sur le déroulement de cette rencontre, alors que le Brésil est actuellement à l'attaque. Et l'Australie est revenue à sa défense de zone. Blahoff rentre en jeu. Smith, 3e faute. Cadom manque le tir aux 3 points depuis l'aile. Une nouvelle occasion pour lui justement. Jolie passe au milieu. Remise sur Israël et 2 points pour le Brésil. C'est bien vu. Après un excellent travail de Gerson sur le rebond offensif. Kyo maintenant. Blahoff. On joue un peu des coudes. Alors que 3 secondes ont été sifflées dans la raquette à un joueur australien. C'est assez rare comme infraction. Il n'y en a pas eu beaucoup de sifflets depuis ce mondial, c'est vrai. Yerinia pour le Brésil à présent. Alors qu'on change souvent de défense du côté australien. On essaye de perturber l'attaque brésilienne. La faute est à Dors. Numéro 4. C'est sa première faute. Et au lancer franc. Kadoum. Kadoum, comme le relatait un de vos confrères, Gérard, de l'équipe, qui a dû rentrer les obsèques de son père récemment. Donc pas au mieux de ses dispositions, alors que comme vous le voyez ici, donc dans quelques instants nous allons suivre l'autre demi-finale de cette
de ce championnat du monde de basket. La première ayant vu la victoire de la Yougoslavie face aux États-Unis tout à l'heure. À l'issue de cette rencontre de classement entre le Brésil et l'Australie, nous suivrons les Soviétiques qui essaieront de battre Porto Rico pour l'autre place en finale. Alors que l'Australie ici aligne les points à longue distance. Après un dispositif d'attaque 1-3-1 qui a donné une grande mobilité, une concentration sous le panier et une alternative avec un tir extérieur remarquablement exécuté. Prise à 2 dans le coin. C'est pas de cadeau en défense. Il n'empêche qu'ici les Brésiliens font bien circuler leur ballon et Israël qui s'était trouvé bien placé et qui s'est victime d'une faute inévitable. Oui, le Brésil qui a bien su négocier ce piège tendu par les Australiens, avec en particulier sur la rotation un bon placement, une bonne sortie de balle. Et puis un panier, même s'il n'est pas réussi par Israël, donne la possibilité de 2 lancers francs puisqu'il y a une faute personnelle. Israël qui est un habitué de cette équipe du Brésil avec ses 2,5 m et qui est un joueur pivot très puissant physiquement. Un solide gaillard, un bel athlète. Lahoff à l'autre bout du terrain pour l'Australie donc. Appel de balle. Et oui, il était tout seul ici Borner, mais il manque sa chance. Gerson toujours présent au rebond. Guerinha dans la conduite du jeu brésilien. Kadoum. Israël encore. Joli panier réussi. Avec un beau joli coup de main ici. Et un excellent passage en ligne de fond qu'il faut souligner. Ça c'est tout simple l'anglais, mais ça vaut 2 points aussi. Il réalise souvent les mêmes actions, mais il le fait bien et en plus il marque le panier. Je pense que la défense pourrait être plus attentive puisqu'il a ce réflexe de tourner toujours du même côté. Et Oscar maintenant, il utilise la planche. Le Brésil 3 points d'avance. Va-t-il se détacher alors qu'il reste un peu moins de 6 minutes à jouer maintenant cette rencontre? 39 points, nous indique-t-on pour Oscar Schmidt. Ça me paraît plus que vos pointages, Claude. Oui, je ne sais pas. Peut-être suis-je en retard. En tout cas, il a marqué beaucoup de points, ça on peut le dire. Oui, c'est cela. Je crois que c'est le meilleur marqueur actuellement de la rencontre. Lahoff a manqué sa chance. Oscar Schmidt à la récupération, précisément. Il sait tout faire, celui-là. Et à l'autre bout, maintenant, c'est Kadoum qui vient passer. Ce n'est pas le moment de laisser filer le Brésil. Et je pense que l'Australie, à travers son entraîneur, à travers les joueurs qui sont sur le terrain, devrait prendre conscience que le relâchement défensif n'est pas à faire contre une équipe dont la dominante, c'est quand même l'attaque. Et c'est ce qui se passe actuellement. Ils sont peut-être un peu émoussés physiquement aussi. C'est fort possible. Parce que quand même le tournoi était assez long et rude, les matchs sont fort rapprochés aussi. Il faut peut-être pas attendre trop longtemps pour couper le rythme du jeu. Il y a peut-être un temps mort à prendre. Je ne veux pas me mettre et me substituer à la place de l'entraîneur. Mais là, actuellement, défensivement, il y a un petit absentéisme qui profite au Brésil. Le Brésil qui, pour la première fois depuis le début du match, a 5 points d'avance. Il n'y a plus que 4 maintenant. L'entraîneur australien vous a peut-être écouté, Gérard et Francis, puisqu'il vient de faire sortir Gaze, sa vedette, pour le reposer un petit peu et peut-être pour le remettre dans 1 minute pour un peu plus d'efficacité. J'espère pour l'Australie, Claude. Mais j'ai l'impression aussi que le Brésil reprend confiance. Ah oui. Dommage que Guerinha n'ait pas su exploiter cette passe lumineuse. Oui, la chose la plus difficile vient d'être effectuée. Il n'avait plus qu'à le mettre. Comme quoi, dans le basket, rien n'est facile. Israël est tombé lourdement sur le plancher. J'espère que ça n'est pas grave, car là, le Brésil perdrait un élément de valeur. Et il s'agit d'athlètes de 100 kg qui tombent à terre. Ce sont des chutes qui sont fréquemment douloureuses, effectivement, avec des athlètes d'un tel gabarit. Ce serait dommage, car ça risquerait de fausser la suite de la rencontre.
Un joueur qui a une telle présence physique. Stabilise bien naturellement sa formation. On revoit la chute qui a été lourde. Et on a vu avant quand même que le panier de Guerrina a été marqué par une appréhension enfin, il n'a pas été marqué, mais le joueur a été surtout impressionné par la défense. Et j'ai l'impression que ça l'a perturbé dans son tir. La partie a repris maintenant avec l'Australie en possession. Theo Bornard. Et puis avec les 3 points de retard. Oui, l'Australie qui n'hésite pas dans ses attaques d'alterner le jeu côté ballon à l'opposé. Et comme le Brésil n'est pas souvent attentif dans le contrôle des joueurs à l'opposé, eh bien ça donne des situations intéressantes pour l'attaque. Eh bien c'est un changement. Vous voyez, Gaze, la vedette australienne, revient sur le terrain. Bon coup d'œil de Claude là, qui a vu le pourquoi des choses. Gaze aura retrouvé un peu de tonus musculaire. Alors qu'ici nous voyons une tentative à 3 points de Smith qui échoue d'ailleurs. Bonne circulation de balle australienne. Et ils sont assez patients, ce qui est quand même une qualité dans le domaine de l'attaque. Il y a un nombre de passes important. On cherche un joueur démarqué, mais ça n'est pas évident. Par contre, il faudra s'apprêter à tirer car les 30 secondes seront vite écoulées. Voilà qui est fait. Ils vous ont entendu, Francis? Une attaque bien organisée, montrant que cette équipe d'Australie mériterait aussi bien que le Brésil de gagner cette rencontre. L'Anglais, qui n'est pas un joueur brillant, par contre a beaucoup de constance. Il fait les mêmes gestes sans beaucoup d'innovation ni de virtuosité comme le fait ici par contre Gaze. Mais il est là au moment stratégique. Son apport a été précieux. Les Australiens réclament le panier, mais en fait la balle a été contrée donc dans sa phase ascendante et il n'y a pas lieu de l'accorder. En tout cas, je pense que Sanchis va bien décider. Voilà, tout à fait. Il y a une faute personnelle, donc. À Oscar. 2 lancers francs. Égalité parfaite. Et l'occasion pour l'Australie de prendre l'ascendant. Un petit point peut-être. Et tout cela à 3 minutes 30 de la fin du match. Merci monsieur Gaze. Je vous rappelle qu'à l'issue de cette rencontre, nous suivrons l'autre demi-finale de ces championnats du monde entre l'Union soviétique et Porto Rico. Ne quittez pas l'écoute, amis basketteurs. Encore 2 heures de basket de haut niveau sur TV Sport en direct depuis Buenos Aires. Alors qu'ici, Vlahoff a l'air incrédule après l'octroi de cette 4e faute personnelle qui va permettre à Oscar Schmidt de remettre les pendules à l'heure. 89-88 pour l'Australie. Simple formalité. Oui, je crois qu'on ne peut pas se tromper beaucoup quand on parie sur la réussite de Schmidt au coup franc. Je ne pense pas qu'il en ait loupé le moindre depuis le début de la partie. Il doit en avoir inscrit une douzaine. Une équipe australienne toujours patiente et sachant attendre le moment opportun pour déclencher un tir. Et oui, mauvaise passe de Gaze ou bonne défense des joueurs brésiliens. Il doit y avoir les deux. Petit point d'avance pour le Brésil en bleu. Le Brésil qui a donc la maîtrise du ballon avec maintenant Oscar Schmidt. Blum, la gâchette, facile. Il est mortel cet Oscar. Les Australiens répliquent dans la même veine par Gaze. 91-93, 2 points d'avance pour les Brésiliens donc. Oui, les joueurs stars des deux côtés sont en train de prendre leur match à leur compte, en tout cas dans les actions qui viennent de se dérouler. Un super duel à distance entre ces 2 hommes, oui. Tchoum, encore une fois, décidément, ça se transforme en concours d'adresse.
Incroyable. Il y aura certainement un lancer franc. Non, 1+1, donc le panier ne compte pas. Oui, même si le match n'est pas d'une grande qualité technique, eh bien, il a quand même l'avantage, vu l'incertitude, de nous passionner jusqu'au bout, Gérard. Et puis, ajoutons que de temps en temps, des joueurs tels que Gaze et Oscar nous donnent des gestes de virtuose qui méritent le coup d'œil. Il n'a pas loupé grand-chose non plus, lui, Gaze. 2 petits points en faveur du Brésil, malgré cette réussite au coup franc donc du super joueur australien. Kadoum. L'Australie qui a abandonné sa défense de zone pour assurer dans la fin du match une présence et un contrôle de son vis-à-vis. Ah oui. Il a manqué le plus facile, Israël, ici, alors que Oscar avait réussi une superbe passe. À l'autre bout du terrain, les Australiens tentent leur chance. Leur présence sous le panier leur garantit une récupération, non. Une belle lutte sur le panier, très intéressant. Fin de match assez intense. Eh oui, 2 points d'écart, 1 minute 20. Rien n'est joué, on le disait en début de deuxième période, mais à 1 minute et quelques de la fin du match, eh bien, on ne peut pas dire qui va être en mesure de remporter ce match qualificatif pour la 5e à la 8e place. C'est assez crispant. Ça avait pensé au match États-Unis-Porto Rico l'autre jour. La même incertitude jusqu'au coup de sifflet final. Faute personnelle ici. Ouais. C'est la 5e faute à Vlahov, le joueur australien. Le numéro 14 qui va sortir, un grand gabarit dont se rappeler l'Australie. Alors que j'ai vu une hésitation au niveau des joueurs par rapport au choix et à l'option dont peut bénéficier l'équipe du Brésil, à savoir d'effectuer le 1+1 ou de remettre en jeu au milieu du terrain. Et profitant de cette occasion, signaler aussi que dans les modifications des nouvelles règles de l'année prochaine, à partir de la saison 90-91, il n'y aura plus cette possibilité, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura le 1+1, il y aura obligation d'exécuter ses lancers francs et ne plus avoir cette possibilité de prendre l'option et la remise en jeu sur la touche latérale. Apparemment, il y a 1+1. Ici, Gerson au lancer franc pour les Brésiliens. Un joueur assez mince. L'anti-Israël, si je puis dire, qui lui est un athlète taillé en puissance, en force. Il ne faut pas s'énerver ici. Très important d'assurer 4 points d'avance. Alors l'Australie, stratégiquement, est obligée de tirer vite. Et à 3 points de préférence. De façon à bénéficier encore d'une attaque. Voilà qui est fait. La réussite n'est pas au rendez-vous. Ce n'est pas réussi, mais l'intention était bonne. Et on voit que les défenseurs australiens sont très agressifs à ce moment-là. Ils sentent bien sûr que la partie peut leur échapper. Option. Et là, ils demandent l'option. Donc cela ne sera plus possible à partir de la saison prochaine. Mais c'est de bonne guerre ici, bien entendu, car la maîtrise du ballon leur donne 30 secondes. Il reste 46 secondes à jouer, il y a 4 points d'écart. 30 secondes pour marquer un panier. En cas de réussite, ce serait pratiquement la rencontre en poche pour le Brésil. N'oublions pas qu'il restera 16 secondes au plus et qu'en 16 secondes, s'ils ne réussissent pas, il peut y avoir un tir à 3 points avec faute. Donc rien n'est joué encore, Gérard. Et je pense que les entraîneurs doivent réagir comme je le fais. Il n'est pas question de se relâcher de toute manière. Mais il vaut mieux être brésilien en ce moment qu'australien, il me semble tout de même. Tout à fait. C'est l'Australie qui a demandé le temps mort. Et oui, il ne s'agit pas de jouer n'importe comment, mais de bien choisir sa tactique, de s'y tenir, de jouer avec détermination, bien sûr. Elle y est, et avec rigueur. Elle n'y est pas toujours, hélas. Tandis que les pourcentages de réussite au coup franc laissent rêveur. 88% chez les Australiens. Et remise en jeu donc pour le Brésil ici. Avec naturellement une Australie très agressive dans sa défense, dans le Mahom.
Y a-t-il faute ici? Eh oui, il y a le faute de Langlais. Et tout à fait logiquement, les Brésiliens reprennent de l'option. 41 secondes. 4 points d'avance. Faute personnelle qui pourrait être intentionnelle. Troisième faute pour Smith. Une fin de match un peu crispante et un peu hachée, mais c'est le basket qui veut ça. Voilà, la faute était intentionnelle. Donc il va y avoir 2 lancers francs et la remise en jeu. Le geste de l'arbitre, M. Sanchiz, était clair et net. En tout cas, lui, Guerrinha ne s'énerve pas, bien que cette fin de partie soit assez crispante. Lui ne paraît pas crispé du tout. Même s'il manque son second lancer, il sait que le Brésil récupère le ballon et que l'avance est à présent de 5 points, 40 secondes à jouer. Et l'on se calme, bien sûr. Israël ici. Cherche un partenaire sans se presser. Guerrinha, Israël. C'est bien vu. Gerson. Il prend tout son temps. Regardez-le, Israël. Là, ici, il avait l'occasion de tirer, mais il joue très posément. Beaucoup de sérénité dans cette équipe brésilienne. Elle a l'habitude des grandes rencontres. Ça se voit dans la manière dont elle gère cette fin de rencontre. Oscar pour Israël, justement. Israël qui, malgré une défense très découverte, prend tout son temps. Oscar Schmidt ajoute 2 points. 7 points d'écart, 13 secondes à jouer. Les Australiens doivent aller très très vite et avoir beaucoup de chance avec eux à présent. Et ils se battent jusqu'au bout, ce qui est tout à fait à leur honneur, malgré la perte de balle ici. Je crois que nous en sommes à l'ultime seconde. C'en est fini de cette partie avec une victoire du Brésil. Donc un Brésil qui a eu, au moment où il le fallait, la réussite et puis aussi le sérieux indispensable. Oscar Schmidt, bien sûr, a emmené son équipe à un beau succès qui permet au Brésil de disputer le match de la 5e place. Vous ne quittez pas l'antenne, bien sûr, à ce moment moins que jamais, car nous allons nous retrouver dans quelques secondes après la pause pour en direct suivre la 2e demi-finale de la soirée entre Porto Rico et l'Union soviétique. Alors Gérard Herrins en compagnie de Francis Jordan et bien sûr de nos compères de la Fédération française de basket.